mieux comprendre l'impact de l'environnement, en particulier des perturbateurs endocriniens, sur la fonction de reproduction. C'est mathématiques de recherche, mais c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Comme Dave vous l'a dit, c'est parce qu'il y a des effets sur la reproduction que finalement on s'est intéressé à l'impact de l'environnement chimique sur la santé humaine. Et donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, je ne peux que vous encourager fortement à lire le livre de Rachel Carson qui s'appelle « Les printemps silencieux ». Il existe une version française. Silent Spring, qui était en fait les premières observations de l'effet de l'environnement chimique sur la santé de reproduction dans les espèces sauvages. Les études étaient faites dans des endroits où il y avait eu des déversements accidentels et des impacts sur une perte de population. Et donc, au printemps d'après, il y avait de moins en moins d'animaux, etc., de moins en moins d'oiseaux, par exemple, et donc on avait des printemps silencieux. Basé sur ces observations qui, à l'époque, faisaient fureur, rage et beaucoup de polémiques, il y a eu de plus en plus d'études épidémiologiques qui ont été faites sur certaines espèces sauvages, mais aussi dans la santé humaine. Et une des suites, finalement, c'est Our Stolen Future, qui a été publiée en 1996. Donc, qu'en est-il actuellement dans la santé, dans la population humaine par rapport à la fonction de reproduction? Je vous ai mis ici le taux de natalité au Québec qui diminue depuis le dernier siècle. Alors, c'est peut-être pas l'indicateur le mieux pour la fertilité, parce que la natalité, elle est peut-être diminuée parce qu'il y a un facteur social là-dedans. Les familles on a de moins en moins d'enfants par couple. Donc, probablement que c'est le facteur principal qui explique cette diminution ici. Mais il y a un réel problème de fertilité quand même. Une des preuves pourrait être la fréquentation des cliniques de fertilité qui augmente. Je pense que vous ne pourrez pas rencontrer un seul gynécologue ou un seul urologue qui ne vous dira pas qu'il a de plus en plus de patientèle avec vraiment des problèmes poussés de fertilité. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'indice qu'il y a des problèmes de fertilité qui augmentent dans la population humaine. Et quand un couple hétérosexuel se présente dans une clinique de fertilité, en fait, le médecin est face à diverses possibilités. Et les statistiques disent que dans 30 à 40% des cas, comme représenté ici, le problème de fertilité du couple va être dû à un problème de fertilité dont l'origine vient de la femme. Dans 30 à 40% des cas, ça va être ce qu'on appelle une infertilité de couple, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la fertilité chez les deux, et que c'est pas qu'il y ait une incompatibilité entre les deux, mais éventuellement, le fait que ces deux personnes sont, admettons, sous-fertiles ensemble, font une infertilité de couple. Et puis, dans 30 à 40% des cas, donc à même fréquence, ça peut être dû à des problèmes de fertilité masculine. Okay, donc historiquement, on sait beaucoup sur la fertilité de la femme, alors on s'est beaucoup attardé sur c'est de votre faute, mais finalement, c'est une faute qui est partagée entre les deux du couple. Donc moi, dans mes recherches, je m'intéresse particulièrement aux problèmes de fertilité masculine. Alors si on fait un peu le bilan de où on en est par rapport à la fertilité masculine et quelle a été l'évolution dans le temps, l'un des paramètres qu'on peut mesurer, c'est le compte spermatique chez l'homme. Et ce qui a été montré ici, on voit les résultats dans une cohorte française, mais on peut trouver des résultats assez similaires dans des cohortes en Amérique du Nord en particulier. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites en Europe du Nord, au Danemark et en Norvège, qui montrent une diminution du compte spermatique. Ici, on le voit depuis la fin des années 90 jusqu'à 2010 à peu près. On voit ici le chiffre brut de la concentration de spermatozoïdes par ml d'éjaculat. Mais on peut le voir ici en termes de pourcentage. Et ça semble assez énorme quand même qu'en une vingtaine d'années, on a diminué de 30% le compte spermatique dans l'espèce humaine. Donc c'est un phénomène qui est assez marquant et qui peut expliquer, entre autres, pourquoi il y a des problèmes de fertilité chez les hommes adultes. Il y a d'autres marqueurs de la reproduction masculine qui ont été montrés avoir une incidence qui change avec le temps.
La première dont je vais vous parler, c'est la cryptorchidie. La cryptorchidie, c'est la non-descente des testicules à la naissance. Okay, les testicules se développent dans l'abdomen et avant la naissance, il y a une descente dans le scrotum. Et l'incidence de ces cryptorchidies diagnostiquées chez les petits garçons à la naissance augmente. Ici, pareil, on voit dans le temps. Et ici, on voit des données en Europe du Nord, mais de la même façon, c'est un phénomène assez mondial dans les pays développés. L'autre facteur, c'est le cancer du testicule, qui a son incidence, qui voit augmenter depuis les 20-30 dernières années, depuis qu'on peut les diagnostiquer de façon systématique. Et on voit ici les différentes lignes, différentes couleurs représentent différents pays, donc c'est vraiment un phénomène mondial. Donc en fait, ces différents symptômes de problèmes de fertilité masculine, donc le compte spermatique qui diminue, la cryptorchidie et d'autres problèmes de développement d'appareil reproducteur dont je parlerai plus tard, et le cancer du testicule, ce sont des symptômes qui ont en fait été regroupés dans un syndrome qui a été proposé en 1993 comme le syndrome de la dysgénésie testiculaire. Donc dans le papier d'origine, ici, il montre qu'on a cette dysgénésie testiculaire qui peut être résumée, comme je vous ai dit, par la diminution du compte spermatique, le cancer du testicule, la non-descente des testicules et une autre anomalie du développement qui s'appelle l'hypospadia, qui est en fait une non-fermeture de la partie postérieure du pénis à la naissance et qui est diagnostiquée aussi sur les petits garçons à la naissance. Et ce qu'il proposait déjà en 1993, c'est qu'en fait, un des facteurs de risque pour ces symptômes et donc ce syndrome, c'est un impact de l'environnement chimiques et en particulier des perturbateurs endocriniens. Donc pour mieux comprendre un peu comment est-ce qu'ils expliquent les mécanismes, etc., je vous emmène dans le développement du testicule, la façon dont moi je le vois dans mes recherches. Ça commence très tôt pendant le développement, ça commence pendant la vie fœtale. Et en fait, on a la mise en place d'un certain nombre de cellules germinales qui vont établir finalement le pool de cellules souches dans le testicule, qui va s'activer à la puberté pour produire des spermatozoïdes, donc faire la spermatogénèse. Puis un testicule, c'est une usine hyper productive là, qui produit à peu près 1000 spermatozoïdes à chaque battement de cœur. C'est beaucoup. Mais quand on produit beaucoup aussi comme ça veut dire qu'on peut être facilement perturbé par différentes influences extérieures. L'autre aspect qui est intéressant de regarder avec le développement, c'est le taux de testostérone. Donc Dave en a un petit peu parlé. Il y a un pic de testostérone pendant la vie fœtale qui est fondamental, d'une part pour le développement du cerveau, ça c'est démontré, mais c'est aussi fondamental pour cette fameuse descente des testicules. Okay, donc ça, ce serait probablement, si on l'altère, c'est probablement un facteur de risque pour la cryptorchidie. Et puis ensuite, à la puberté, un pic de testostérone qui va être responsable de la mise en place de la spermatogénèse. Donc pendant la vie, on peut être exposé à des perturbateurs endocriniens tout le temps, hein, on l'a vu, Dave nous l'a bien démontré, et en fonction du moment d'exposition, il se passe différentes choses dans l'organe testicule, et donc les conséquences vont probablement être différentes. Ça a été bien répertorié que certaines expositions aiguës, probablement qui peut être due au milieu du travail par exemple, peut avoir un impact sur le compte spermatique, effet direct, on se retire du milieu, c'est réversible. Par contre, si les effets ont été dus à des expositions précoces, c'est pendant la mise en place, alors là, les effets probablement pourraient avoir des conséquences irréversibles. Donc il faut bien faire attention au timing d'exposition, et cette notion d'origine fœtale des maladies adultes s'expose très très bien dans le contexte de la fertilité masculine. Une des données qui est beaucoup répertoriée, beaucoup utilisée pour illustrer et confirmer finalement cette hypothèse, c'est l'étude des cohortes de femmes qui ont été traitées au diéthylstilbestrol pendant leur grossesse. Donc c'était un médicament qui était donné dans les années 50 à 60, et en fait on pensait que son indication était bonne pour limiter les avortements, limiter les accouchements prématurés. Donc il a été donné à des centaines de milliers de femmes dans différents pays développés. Le diéthylstilbestrol, en fait, c'est un œstrogène, quoi. C'est un agoniste des œstrogènes. Donc l'idée, c'était d'augmenter les taux d'œstrogène chez la femme pour améliorer ses conditions. Par contre,
On voit ici, là, mais cette molécule, elle est capable de passer la barrière du placenta, qu'on pensait être une barrière hyper efficace, mais que de plus en plus, on voit qu'elle laisse passer énormément de choses, y compris des molécules qui sont très lipophiles, comme ça. Et donc, le fœtus était exposé à des forts taux d'œstrogènes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les enfants qui sont nés de ces femmes-là? Surtout chez les filles, énormément d'anomalies au niveau de la formation du vagin, de l'utérus, une augmentation du nombre de cancers endométriaux énorme dans ces populations et surtout beaucoup de problèmes de fertilité, mais aussi chez les garçons, en fait, avec des études qui ont montré que dans ces populations, il y a une plus forte incidence de cryptorchidie et de cancer du testicule que dans une population témoin. Donc, je vous rappelle que c'est 2 des symptômes du grand syndrome de dysgénésie testiculaire qui pourraient donc être causés par ces expositions précoces. D'autres études épidémiologiques tendent à montrer ces effets-là, mais ça reste encore assez controversé. Je pense que ce qui est le plus évident, finalement, c'est surtout les modèles expérimentaux. Alors, c'est à prendre et à laisser, mais en tout cas, c'est l'une des données les plus fiables qu'il y a actuellement, de dire que oui, si on prend des modèles animaux, style rats, souris, lapins, qu'on les expose à des perturbateurs endocriniens pendant la vie périnatale, donc fétale, néonatale, et qu'on regarde l'évolution dans un contexte où finalement il n'y a rien d'autre qui change que cette exposition in utero, et ben on est capable de retrouver la plupart des symptômes de cette dysgénésie testiculaire, la cryptorchidie, des anomalies du développement des cellules germinales qui pourraient être à l'origine du cancer du testicule, et une diminution du compte spermatique chez les animaux adultes. Donc on retrouve au moins 3 des symptômes qui avaient été décrits avant. Donc finalement, la cible des perturbateurs endocriniens ayant des conséquences irréversibles, c'est le testicule fœtal ou néonatal, mettons le testicule périnatal. Donc moi, c'est l'organe cible sur lequel je travaille au laboratoire. Une fois de plus, je vous emmène au niveau du développement embryonnaire de cet organe. Donc en fait, les cellules germinales, elles vont être différenciées à un endroit bien particulier de l'embryon. Et ce qui se passe, c'est qu'elles vont migrer sur la partie postérieure de l'embryon pour aller coloniser un endroit bien particulier qui va devenir la gonade. Okay. Donc une fois que cette gonade est formée, si on regarde spécifiquement pour le testicule, on peut le schématiser de cette façon-là. Le testicule, c'est un organe en 2 compartiments. Le premier compartiment, ça va être des cordons séminifères. C'est des tubes qui vont devenir des tubes qui sont composés d'une couche de cellules épithéliales somatiques qu'on appelle les cellules de Sertoli, qui englobent, nourrissent et aident à la différenciation des cellules germinales qu'on retrouve au centre ici. Donc ensemble, ils vont assurer la fonction de gamétogénèse et à ce stade-là, il va y avoir une mise en place de ces cellules qui est donc fondamentale pour créer le stock de cellules germinales pour ensuite faire la spermatogénèse. L'autre compartiment, c'est le compartiment interstitiel dans lequel on retrouve les cellules stéroïdogènes qui produisent la testostérone, c'est les cellules de Leydig. Donc on a cette deuxième fonction qui est la stéroïdogénèse. Je peux vous montrer donc ici une coupe comme une tranche de jambon d'un testicule de rat à 15 jours de gestation où on peut voir les cordons qui ont été marqués en fait par ce marquage brun qui est spécifique aux cellules de Sertoli. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de bien comprendre que pendant cette phase fœtale, les cellules germinales passent par des phases de prolifération, de quiescence et de différenciation qui sont fondamentales pour la suite du processus. Ces 2 grandes fonctions, j'y reviens, la gamétogénèse et la stéroïdogénèse, peuvent expliquer les 4 symptômes du syndrome dont je vous ai parlé. S'il y a des anomalies de la gamétogénèse, donc de la mise en place des cellules germinales, on pourrait imaginer que ça induit des diminutions du compte spermatique, ou qu'il y ait des problèmes de différenciation et donc une incidence de carcinome in situ ou de cancer du testicule. Au niveau de la stéroïdogénèse, comme toute la différenciation du tractus reproducteur mâle dépend du taux de testostérone, ça pourrait expliquer ces anomalies qu'on retrouve à la naissance. Donc pour étudier cet organe, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a un modèle qui a été développé, que j'utilise moi maintenant dans le laboratoire, qui s'appelle la culture organotypique du testicule fœtal. Donc on est capable de prélever les testicules soit dans des fœtus de rongeurs, ou alors récupérer les testicules sur des fœtus humains qui sont issus d'avortements volontaires. Et en fait, on les place sur un filtre qui flotte sur un milieu,
Et ça nous permet de reproduire sur une petite période de jours, une semaine, le développement normal d'un testicule. Donc, on peut analyser les deux grandes fonctions du testicule grâce à ce modèle. On peut d'abord mesurer la production de testostérone, donc la stéroïdogénèse dans le milieu, et on peut récupérer les tissus pour faire de l'histologie et donc regarder la différenciation et le nombre de cellules qu'on retrouve dans ces tissus. Donc on pense que ce modèle est un bon modèle toxicologique qui nous permet de tester différents chimiques sur les différents symptômes du syndrome. Grâce à ce modèle, par exemple, on a regardé l'effet du diéthylstilbestrol. Donc on a pu voir que si on prélève des testicules de rats à 14 jours de gestation, on a une diminution significative du nombre de cellules germinales. Par contre, ce qui était assez intéressant aussi grâce à ce modèle, en fait, qui nous permet d'échantillonner à différents temps du développement, c'est que si on prend ces testicules après la naissance, il n'y a plus d'effet. Donc ça nous suggérait des fenêtres de sensibilité très précoces aux perturbateurs endocriniens sur cette fonction de gamétogénèse. De la même façon, on a regardé l'effet sur la sécrétion de testostérone qu'on voit ici, et en fonction du stade de prélèvement, on voyait des effets inhibiteurs de la sécrétion de testostérone précoce jusqu'à 16 jours de gestation, puis à 20 jours, on ne voyait plus ces effets négatifs. Donc définitivement, on était capable de démontrer des fenêtres de sensibilité aux xénoœstrogènes dans un modèle chez le rat. Donc ce modèle, il a été utilisé pour étudier tout un tas de composés qui sont résumés ici. Le tableau n'est pas très beau, mais issu d'une publication qui quand même est assez intéressante dans le sens où elle résume les effets des phtalates, dont Dave a parlé un peu avant, du bisphénol A, du diéthylstilbestrol, de certains métaux lourds, et puis d'autres composés qui peuvent être issus de notre alimentation comme l'acide rétinoïque, et donc décrit des effets négatifs à la fois sur la gamétogénèse et la stéroïdogénèse. Mais ce qui est aussi très intéressant de comparer dans ce tableau, c'est de voir qu'en fonction de l'espèce qu'on utilise, on va avoir des sensibilités qui sont différentes. Donc si on utilise ça comme un test pour, a priori, anticiper l'effet sur la santé humaine, est-ce que le modèle rongeur est un bon modèle pour anticiper chez l'humain? Ça, c'est une des grandes problématiques en toxicologie. Et on voit que parfois, oui. Mais parfois, et c'est le cas du diéthylstilbestrol par exemple, on a vu l'effet chez les rats, mais on ne voyait plus l'effet quand on a utilisé des testicules humains. Donc on peut se poser la question de savoir, toutes ces études mécanistiques toxicologiques, est-ce qu'elles mettent des alertes qui ne devraient pas dans l'espèce humaine? Ça fait partie du questionnement par rapport au modèle toxicologique. Par contre, une des critiques que je tiens à souligner tout de suite par rapport à ces comparaisons, c'est que pour obtenir des tissus humains, on ne peut pas faire cet échantillonnage, évidemment, à différents temps de gestation. C'est des tissus qui sont extrêmement limités. Donc, il y a encore quand même quelques questions par rapport à ces parallèles. Finalement, en résumé de tout ça, je pense qu'il y a de multiples causes environnementales qui peuvent en effet être à l'origine des problèmes de fertilité masculine dans l'espèce humaine, mais que les conséquences vont varier en fonction du moment auquel vous êtes exposé dans votre vie. Et cette fameuse exposition précoce est peut-être celle qui a les conséquences les plus importantes et surtout irréversibles, pour lesquelles plus tard, quand on fait un projet d'enfant, on ne peut plus revenir dessus. Finalement, nous, on propose que cette culture organotypique soit un bon modèle en test de toxicologie, et je pense que c'est extrêmement utile dans un contexte où certains produits ont été bannis de notre environnement, parce qu'il y a une pression sociétale qui fait que les réglementaires prennent des décisions. L'exemple, le bisphénol A, le Canada était le premier pays à les bannir dans les bouteilles pour enfants. Mais les bouteilles pour enfants, elles sont toujours dans un matériau qui a l'air toujours avec la même consistance. Fait que les bisphénols A, ils ont été remplacés par autre chose. Et ces molécules-là, éventuellement, on ne sait pas encore quels effets elles ont. Alors si on peut apprendre de ce qu'on commence à comprendre maintenant, éventuellement, il faudrait tester de façon systématique ces nouvelles molécules qui sont mises. Pour le bisphénol A, je peux vous dire que c'est du bisphénol S ou du bisphénol F qui est maintenant retrouvé dans le sang des populations et qui sont maintenant les contaminants émergents, ce sont les remplaçants. Et dans le modèle de culture organotypique, ils sont encore pires que le bisphénol. Donc, je pense qu'on est face à un moment de la société où on a énormément de produits chimiques dans notre environnement. Ils n'ont pas tous été testés.
éventuellement, ça fait partie de cette peur qu'on a tous. Je pense pas qu'il faut sombrer non plus, comme disait Dave, dans une paranoïa extrême, mais on peut quand même s'interroger de savoir si, à long terme, ces expositions chroniques peuvent pas avoir des effets globaux sur l'augmentation des maladies à l'âge adulte. Et voilà.